le moment décisif de la conférence de presse du président américain Joe Biden à la Maison-Blanche mercredi dernier, lors de la visite du président Zelensky, a été son aveu virtuel qu'il est contraint dans la guerre par procuration en Ukraine, car les alliés européens ne veulent pas de guerre avec la Russie. Pour citer Biden, « Maintenant, vous dites, pourquoi ne donnons-nous pas tout ce qu'il y a à donner à l'Ukraine ? Eh bien, pour deux raisons. Premièrement, il y a toute une alliance qui est essentielle pour rester avec l'Ukraine. Et l'idée que nous donnerions à l'Ukraine du matériel qui est fondamentalement différent de ce qui y va déjà aurait la perspective de briser l'OTAN et de briser l'Union européenne et le reste du monde. J'ai passé plusieurs centaines d'heures face à nos alliés européens et aux chefs d'État de ces pays, et en expliquant pourquoi il était extrêmement dans leur intérêt qu'ils continuent de soutenir l'Ukraine. Ils le comprennent parfaitement, mais ils ne cherchent pas à entrer en guerre avec Russie. Ils ne cherchent pas une troisième guerre mondiale. Biden s'est rendu compte à ce moment-là que j'en ai probablement déjà trop dit et a brusquement mis fin à la conférence de presse. Il a probablement réalisé qu'il était en train de s'appesantir sur la fragilité de l'unité occidentale. Le fait est que les commentateurs occidentaux oublient largement que l'agenda central de la Russie n'est pas la conquête territoriale, tout comme l'Ukraine est vitale pour les intérêts russes, mais l'expansion de l'OTAN. Et cela n'a pas changé. De temps en temps, le président Poutine revient sur le thème fondamental selon lequel les États-Unis cherchaient constamment à affaiblir et à démembrer la Russie. Pas plus tard que mercredi dernier, Poutine a invoqué la guerre de Tchétchénie dans les années 1990, l'utilisation de terroristes internationaux dans le Caucase, pour achever la Russie et diviser la Fédération de Russie. Les États-Unis, ont prétendu condamner Al-Qaïda et d'autres criminels, pourtant, ils considéraient leur utilisation sur le territoire de la Russie comme acceptable et leur fournissaient toutes sortes d'assistance, y compris matériel, informationnel, politique et tout autre soutien, notamment militaire, pour les encourager à continuer à se battre contre la Russie. Poutine a eu une mémoire phénoménale et aurait fait allusion au choix prudent de Biden de William Burns comme chef de la CIA. Burns était la personne ressource de l'ambassade de Moscou pour la Tchétchénie dans les années 1990. Poutine a maintenant ordonné une campagne nationale pour extirper les vastes tentacules que les services de renseignement américains ont plantés sur le sol russe à des fins de subversion interne. Carnegie, autrefois dirigé par Burns, a depuis fermé son bureau de Moscou, et le personnel russe s'est enfui vers l'ouest. Le leitmotiv de la réunion élargie du Conseil du ministère de la Défense à Moscou mercredi, à laquelle Poutine s'est adressé, était la profonde réalité que la confrontation de la Russie avec les États-Unis ne se terminera pas avec la guerre en Ukraine. Poutine a exhorté les hauts gradés russes à analyser soigneusement les leçons des conflits ukrainiens et syriens. Surtout, Poutine a déclaré, « Nous continuerons à maintenir et à améliorer la préparation au combat de la triade nucléaire. C'est la principale garantie que notre souveraineté et notre intégrité territoriale, la parité stratégique et l'équilibre général des forces dans le monde sont préservés. Cette année, le niveau d'armement moderne dans les forces nucléaires stratégiques a déjà dépassé 91%. Nous continuons à réarmer les régiments de nos forces de missiles stratégiques avec des systèmes de missiles modernes dotés d'ogives hypersoniques avant-garde. » De même, le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu a proposé lors de la réunion de mercredi un renforcement militaire pour renforcer la sécurité de la Russie, notamment création d'un groupe de forces correspondant dans le nord-ouest de la Russie pour contrer l'intronisation de la Finlande et de la Suède en tant que membres de l'OTAN. Création de 2 nouvelles divisions d'infanterie motorisée dans les régions de Kherson et Zaporozhia, ainsi que d'un corps d'armée en Carélie, face à la frontière finlandaise. Modernisation de cette brigade d'infanterie motorisée en division d'infanterie motorisée dans les districts militaires de l'Ouest, du Centre et de l'Est et dans la flotte du Nord. Ajout de 2 autres divisions d'assaut aérien dans les forces aéroportées. Fourniture d'une division d'aviation composite et d'une brigade d'aviation de l'armée avec 80 à 100 hélicoptères de combat au sein de chaque armée intra-armes, chars, création de 3 commandements de divisions aériennes supplémentaires, de 8 régiments d'aviation de bombardiers, d'un régiment d'aviation de chasse et de 6 brigades d'aviation de l'armée, création de 5 divisions d'artillerie de district, ainsi que de brigades d'artillerie super lourde pour la constitution de réserves d'artillerie le long de l'axe dit stratégique.
création de 5 brigades d'infanterie navale pour les troupes côtières de la marine sur la base des brigades d'infanterie navale existantes, augmentation de la taille des forces armées à 1,5 million de militaires, dont 695 000 personnes sous contrat. Poutine a résumé. Nous ne répéterons pas les erreurs du passé. Nous n'allons pas militariser notre pays ou militariser l'économie. Et nous ne ferons pas des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin, au détriment de notre peuple et de l'économie, la sphère sociale. Nous améliorerons les forces armées russes et l'ensemble de la composante militaire. Nous le ferons calmement, régulièrement et de manière cohérente, sans hâte. Si les néoconservateurs aux commandes du Beltway voulaient une course aux armements, ils l'ont maintenant. Le paradoxe, cependant, est que cela va être différent de la course aux armements bipolaire de l'époque de la guerre froide. Si l'intention américaine était d'affaiblir la Russie avant d'affronter la Chine, les choses ne fonctionnent pas ainsi. Au lieu de cela, les États-Unis s'enferment dans une confrontation avec la Russie et les liens entre les deux grandes puissances sont à un point de rupture. La Russie s'attend à ce que les États-Unis annulent l'expansion de l'OTAN, comme promis aux dirigeants soviétiques en 1989. Les néoconservateurs s'attendaient à un gagnant-gagnant en Ukraine, défaite russe et fin honteuse de la présidence de Poutine. Une Russie affaiblie, comme dans les années 1990, à la recherche d'un nouveau départ, consolidation de l'unité occidentale sous une Amérique triomphante, un coup de pouce massif dans la lutte à venir avec la Chine pour la suprématie dans l'ordre mondial et un nouveau siècle américain sous l'ordre mondial fondé sur des règles. Mais au lieu de cela, cela s'avère être un zugzwang classique dans la phase finale, pour emprunter à la littérature d'échec allemande, où les États-Unis sont dans l'obligation de faire un geste sur l'Ukraine, mais quel que soit le geste qu'ils feront ne fera qu'aggraver leur position géopolitique. Biden a compris que la Russie ne peut pas être vaincue en Ukraine, il a compris également le peuple russe n'est pas non plus d'humeur à une insurrection. La popularité de Poutine monte en flèche, car les objectifs russes en Ukraine sont progressivement réalisés. Ainsi, Biden a peut-être un vague sentiment que la Russie ne voit pas exactement les choses en Ukraine comme un binaire de victoire et de défaite, mais se prépare à long terme pour trier l'OTAN une fois pour toutes. La transformation de la Biélorussie en un État à capacité nucléaire porte un message profond de Moscou à Bruxelles et à Washington. Biden ne peut pas le manquer. Voir mon blog la boussole nucléaire de l'OTAN rendue inutilisable, Indian Punchline, 21 décembre 2022. Mais cela devient un aveu abject de défaite et signifiera le glas de l'OTAN, et le leadership transatlantique de Washington sera capote. Et, pire encore, les grandes puissances d'Europe occidentale, l'Allemagne, la France et l'Italie, pourraient commencer à chercher un modus vivendi avec la Russie. Surtout, comment l'OTAN peut-elle survivre sans ennemis ? De toute évidence, ni les États-Unis ni leurs alliés ne sont en mesure de mener une guerre continentale. Mais même s'ils le sont, qu'en est-il du scénario émergent en Asie-Pacifique, où le partenariat sans limite entre la Chine et la Russie a ajouté une couche intrigante à la géopolitique ?